Salut à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel en JavaScript dont on avait commencé la dernière fois. Il était question ici de créer un jeu de casse-briques qu'on appelle vulgairement en anglais Bricks Breakout. La dernière fois, nous sommes parvenus à mettre en place notre canvas et on l'a mise en forme. Puis on a commencé à gérer l'interface graphique de notre jeu, notamment en créant la planche. Donc dans cette partie, il était question de créer la balle, d'animer la balle, de créer les différentes interactions qu'il y aura avec la balle et ensuite créer les briques et de mettre les interactions qu'il y aura entre les briques et la balle également. Les premières interactions avec la balle étant celles avec les murs et celles avec la planche. Ensuite, il y aura les interactions de la balle et des briques. Donc, on va gérer ça dans cette partie. Une fois qu'on aura fini, on va gérer les événements environnants. Les événements environnants ici prennent en compte la gestion du son, la gestion du niveau auquel on se trouve, la gestion du nombre de vies et également l'incrémentation des points à chaque fois qu'on casse une brique. On va aussi gérer l'affichage des messages, donc la gestion des messages en fonction du fait qu'on ait perdu toutes ses vies ou alors qu'on ait gagné tous les niveaux qui se trouvent dans le jeu. Donc, on ne va pas s'attarder sur les formalités et on va retourner dans notre éditeur de texte. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo directement et qui n'ont pas regardé la première partie, se demandent de quoi on parle réellement. Ici, il est question d'un jeu comme je l'ai dit. Et si vous voulez connaître tous les détails, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers la partie précédente et également vers la vidéo de description du projet. Ainsi, vous pourrez regarder le projet et si le projet vous plaît, vous allez commencer à regarder le tutoriel en lui-même. Par contre, ça ne vous plaît pas, vous pouvez continuer de regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira là-bas. Donc, entrons dans notre éditeur de texte et commençons à penser à la logique des autres éléments de notre jeu. Étant donc dans notre éditeur de texte, on se rend compte qu'on avait déjà géré 3 éléments et je pense qu'on a aussi animé la planche, donc on a géré 4 éléments. On va marquer la planche comme étant faite. On va donc créer et dessiner la balle. On va revenir dans notre game.js et juste après avoir fini avec le paddle, donc juste en dessous du draw paddle ici, on va se créer la balle. On va dire ici propriété de la balle. Pour ça, on va définir une constante qu'on va simplement appeler ball. Et à l'image de ce qu'on a fait pour le paddle, on veut simplement donner les propriétés de notre balle. Et ici, on a oublié de mettre l'égalité. Donc, comme propriété de la balle, on aura sa position en X. Sa position en X sera simplement le canvas.width, le tout divisé par 2. On met une virgule. Sa position en Y sera simplement au-dessus du paddle. Donc, on va mettre ici un paddle.y. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est de l'enlever la valeur du rayon qu'il y aura. Et ce rayon, on va l'appeler ball radius. Et si je m'arrête là, vous allez voir que mon éditeur de texte me le souligne en me disant qu'en fait, il n'existe pas. Donc, on va remonter plus haut au niveau de là où on a créé les constantes nécessaires et on va se créer une nouvelle constante ici qu'on va appeler le ball radius. Ce ball radius, il va lui donner une valeur de 5 pixels initialement. Ça sera le rayon de notre balle. On enlève le rayon de la balle et on continue à définir les propriétés de notre balle. La prochaine propriété de la balle qu'on veut définir, c'est le rayon en lui-même. Ce rayon, on va l'appeler ici radius et il ne sera rien d'autre que le ball radius qu'on vient de créer plus haut. Après le rayon de notre balle, on va lui donner une vitesse de déplacement que moi j'ai appelé ici velocity. Vous pourrez l'appeler speed, tout dépend de vous et initialement ça sera 7. Après sa vitesse, on va lui donner un déplacement suivant l'axe des X. Ce déplacement sera 3 dans un premier temps et le déplacement suivant l'axe des Y, sera moins 3. On a dit dans le canvas, c'est quand on descend qu'on prend la valeur positive. Donc, je donne ici moins 3 parce que je veux que la balle monte. On va continuer et on va dessiner la balle. Une fois qu'on a fini de créer cette balle, il faut la dessiner. Pour dessiner la balle, on va se créer une fonction qui va nous permettre de dessiner la balle. Cette fonction va s'appeler simplement le drawBall et elle ne prendra rien en paramètre. Dans ce drawBall, on va commencer par utiliser le contexte et on va ouvrir le chemin de dessin. Donc, on va ouvrir le begin path. Dans ce begin path, on va préciser la couleur qu'on aimerait utiliser. TTX fill
fill style et on va donner simplement une couleur qui sera du blanc. Et après ça, on va remplir l'élément qu'on veut créer plus tard, donc ctx.fill. On remplit, ensuite on crée cet élément dans le contexte et cette fois pour créer le cercle, on va utiliser la méthode arc. Cette méthode arc va prendre la position de la balle en X, elle va également prendre la position de la balle en Y. Ensuite, elle va prendre le rayon de la balle qui est le ball.radius et après, elle va commencer à demander l'angle auquel on veut commencer à dessiner notre cercle, c'est à partir de 0. Et pour faire un cercle, on a besoin de donner 360 degrés, donc on précise l'angle de fin. Et en mathématiques trigonométriques, 360 degrés correspondent à ce qu'on appelle 2π. Pour écrire 2π dans le JavaScript, on utilise le module math. Dans ce module math, on extrait pi et on multiplie simplement ce pi par 2. Donc à ce niveau, on vient d'écrire 2π. Et on vient de dessiner par la même occasion notre cercle. Ce qu'on va ensuite vouloir faire, c'est de dessiner une bordure tout autour. Donc on va utiliser notre même contexte qui est le CTX et on va utiliser un stroke style. Pour ce stroke style, on va lui préciser la couleur de la bordure qu'on aimerait utiliser. Ça sera du 61, 98 et D8. Pour dessiner cette bordure en elle-même, on va utiliser simplement un CTX stroke. On a dessiné la bordure et maintenant on peut refermer le chemin de dessin du contexte en mettant un ctx.closePath. Si on vient regarder dans notre navigateur ce que ça donne, pour le moment on ne verra rien. Vous allez voir, je vais lancer la page et vous voyez que là pour le moment on n'a rien. On n'a rien parce qu'en réalité notre fonction qu'on vient d'initialiser ici n'a pas encore été utilisée. Donc on va redescendre ici dans la fonction loop et juste après le draw paddle, on va utiliser notre draw ball. Désormais, on vient regarder dans le navigateur ce qu'on obtient et vous voyez qu'il y a une balle qui se place là, mais elle est vide. Ça veut dire qu'on a fait une erreur lorsqu'on a donné soit le remplissage de la balle, soit lorsqu'on l'a dessinée. Et quand on va vérifier, on va se rendre compte qu'en réalité, on a dessiné la balle après l'avoir remplie. On doit d'abord dessiner la balle et une fois qu'on a dessiné cette balle, c'est là où on doit la coloriser. Donc, on va revenir par ici et on va actualiser pour voir si c'est ça le problème. On actualise et vous voyez que la balle est désormais remplie. On revient ici et je vais vous montrer un petit truc. Quand j'étais en train de mettre la position Y de la balle, j'ai diminué son rayon. Peut-être certains n'ont pas compris pourquoi j'ai diminué le rayon. Je vais enlever ça et on va revenir regarder ce qu'on obtient ici. Vous voyez que la balle est incrustée dans la planche. En réalité, on ne veut pas que la balle soit incrustée dans la planche. C'est pour ça qu'on enlève la partie qui correspond au rayon. On vient donc et on enlève le rayon en lui-même. Maintenant qu'on vient de dessiner la balle, il est temps d'animer cette balle. Et pour animer la balle, rassurez-vous, cette fonction est simplement limpide. Function move ball. Et ce nom de fonction parle tellement dont je ne vais pas écrire un commentaire pour ça. En fait, ces fonctions parlent toutes, mais pour certaines, je vais écrire des commentaires. Pour d'autres, je n'écrirai pas. Ça va dépendre de vous. Si vous voulez, vous pouvez modifier. On va dire que lorsqu'on se déplace sur l'axe des X, à chaque fois qu'on se déplace sur l'axe des X, on aimerait ajouter la valeur du déplacement suivant l'axe X. Donc, on veut incrémenter cette valeur. On va prendre un cas simple. Si nous sommes à X égale 0, lorsqu'on se déplace du côté droit, on va partir en fonction de la valeur qu'on a donnée dx qui est 3, on va partir 3, 6, 9, 12, ainsi de suite. Donc, il faudrait incrémenter cette valeur du déplacement de dx. On va faire pareil pour le déplacement de dy. Donc, désormais, je vais appeler cette fonction moveBall dans notre loop ici. On va faire un moveBall qu'on vient de créer et on va aller voir si ça anime la balle. J'actualise, vous voyez que désormais, la balle monte. Maintenant, on a envie de se concentrer sur les interactions, donc les collisions en fait entre ces murs et la partie d'en dessous. Donc, on aura principalement 3 cas. Le premier cas, c'est sur les axes des X. Comment c'est qu'on a touché cet axe? On sait qu'on a touché cet axe parce qu'en fait, on est en train de dépasser toute la largeur du canvas. Donc, on va tester la position de X et si X a dépassé la largeur du canvas, on veut que ça change de direction. De la même façon, ici, nous sommes à 0. Donc, si on se rend compte que X devient déjà inférieur à 0, on veut changer la direction du canvas. Et ici en haut, nous sommes à une hauteur nulle parce qu'on a dit qu'au canvas, voici la partie qui est 0, 0. Donc ici, c'est hauteur nulle et en descendant, c'est hauteur maximale. Donc pour tester ici, on va tester que la position de Y est inférieure à 0. Et si ça veut déjà être inférieur à 0, on veut changer de direction. Par contre, ici en bas, on va tester la position de Y et s'assurer qu'elle est supérieure à toute la hauteur du canvas. Et si elle est supérieure à toute la hauteur du canvas, quand on est sur cet axe, en réalité, on a perdu une vie.
Donc voilà les trois cas qu'on aura, les cas de ces deux axes, le cas de l'axe supérieur et le cas de l'axe inférieur dans lequel on perd une vie. On va donc venir implémenter tout ça. Et juste ici, après notre fonction moveBall, on va implémenter les collisions et je veux que notre code soit un peu mieux organisé. Donc, on va couper tout ce qui est relatif à la balle et on va la mettre après le paddle. Donc, on va couper comme ceci. Et ici, après le move paddle, c'est là on va mettre tout ce qui concerne la balle en quelque sorte. Donc, on crée la balle, on dessine la balle, on anime la balle et on implémente les interactions. Ici, ça sera interaction balle mur. Pour ça, on va se créer une fonction qu'on va appeler ici BW collision. Ici, je dis BW parce que le W en anglais signifie wall. Donc, ça veut dire ball wall collision. Et comme on s'est dit pour gérer la collision, on a trois cas. Le premier cas, c'est la collision sur les axes des X. Le deuxième cas, c'est la collision sur l'axe supérieur. Et le troisième cas, c'est la collision qui entraîne une perte de vie. Donc pour ces trois cas, à chaque fois, on va faire quelque chose de différent. Dans le premier cas, on va tester. Si la position de la balle, comme on s'est dit, balle.x, si la position balle.x plus son rayon qui est balle.radius est supérieur au canvas 8, ça veut dire qu'on est en train de sortir de notre canvas du côté droit. Donc si c'est supérieur au canvas.8, on a envie de changer la direction de la balle. Donc on va venir ici et on va simplement dire que notre balle, donc le déplacement dx de notre balle doit changer et désormais il doit être multiplié par -1, ce qui aura pour effet d'inverser sa trajectoire. De la même façon, on va dire que si le balle.x auquel on enlève tout son rayon qui est balle.radius, si cette valeur est inférieure à 0, ça veut dire qu'on est en train de dépasser le canvas du côté gauche. Donc, on est en train de revenir vers la valeur 0. Et si on atteint cette valeur, on veut simplement que la direction également change, qu'elle soit opposée. Et pour qu'elle soit opposée, on la multiplie également par -1. Mais ici, vous allez vous rendre compte que mon IDE souligne ceci. Il souligne ceci en fait parce que je viens de mettre deux conditions et il n'y a pas un opérateur logique entre les deux. Il faudrait que ce soit et ou alors que ce soit ou. Sauf qu'ici, on ne peut pas avoir les deux conditions en même temps. La balle ne peut pas dépasser à gauche et dépasser à droite en même temps. Donc, la balle va soit dépasser à gauche ou alors elle va dépasser à droite. On met l'opérateur logique ou. On va voir que désormais, il y aura collision sur cet axe, mais on ne peut pas voir sur cet axe parce qu'on n'a pas encore géré là. Ça doit frapper là et revenir frapper ici. On actualise et là, il ne se passe rien. Je crois qu'on n'a pas appelé notre fonction. Oui, elle est encore grisée, donc on va descendre ici et on va simplement appeler la fonction ball-wall collision. On revient regarder et là vous voyez qu'il y a eu collision. Pour le moment on n'a pas géré la partie supérieure et c'est ce qu'on va retourner faire dans notre éditeur de texte. Au niveau de la collision avec l'axe supérieur, on a dit qu'on va tester que la position en Y de la balle est inférieure à 0. On va donc dire if balle.y à laquelle on va enlever son rayon qui est balle-radius, à laquelle on va enlever son rayon qui est balle.radius, pas balle-radius comme j'ai d'abord écrit précédemment. Si ces éléments sont inférieurs à 0, ça veut dire en fait qu'on va traverser le côté supérieur du canvas. Donc, on veut changer la direction du déplacement sur Y. On va faire balle.dy et on va également multiplier cette valeur par -1 pour être sûr que ça se déplace de façon opposée. Maintenant, on va revenir regarder si ça change quelque chose. On actualise. On a notre première collision, on a notre deuxième collision et on a notre troisième collision. On va venir ici et on va dire si la balle.y à laquelle on va ajouter son rayon, le ball radius, si c'est supérieur au canvas.8, donc en fait si c'est supérieur au canvas.8, ça veut dire qu'on a perdu une vie. Et si on perd une vie, on décrémente le nombre de vies qu'on avait initialement. On réinitialise la position de notre balle avec une fonction qu'on appelle reset ball.
et on réinitialise également la position de notre planche avec une fonction qu'on appelle resetPaddle. Le problème, c'est que mon éditeur me souligne ces trois éléments parce qu'aucun de ces trois éléments n'existe. Donc, on va commencer par le live ici et je vais venir créer la variable live tout ici en haut, juste après ces deux variables. On a dit que par défaut, on aura 3 vies, donc je vais créer un let live qui sera égal à 3 simplement. Si je redescends, mon éditeur de texte sera déjà content pour cette première valeur. Maintenant, il y a ces deux autres valeurs. Le resetBal, on va simplement créer cette fonction juste ici en dessous et on va faire un resetBal. On n'oublie pas, ce resetBal est censé être une fonction. Je ne vais pas la commenter parce qu'elle est assez limpide. Et pour le resetBal, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en fait redéfinir les positions de X et de Y de la balle lorsqu'on meurt. Donc, on va venir et on va copier simplement tout ce qu'on a plus haut. On va coller ça ici. On va désormais adapter. Donc, j'ai d'abord l'indentation ici. On n'a pas besoin de la vélocité et du rayon. On a juste besoin des éléments tels que la position en X, la position en Y, la position dx et la position dy. Donc, on va écrire, en fait, ici, c'est plutôt le bal.x. Donc, on va utiliser bal. Ici, à ce niveau-là où on a les 2 points, on va supprimer tous ces 2 points et on va mettre les égalités. Et à ce niveau, là où on a les virgules, on va simplement supprimer toutes ces virgules. On va mettre les points virgules et on n'oublie pas de mettre un point virgule également au dernier élément. Pour le resetPaddle, on va venir le créer ici en dessous de la fonction movePaddle. Donc, on regroupe les éléments entre eux. On va faire ici un function resetPaddle. Ce resetPaddle également ne va rien prendre en paramètre et tout ce qu'on veut simplement faire, c'est de redéfinir la position X et Y du paddle. Donc, on copie ces deux éléments et on vient également les coller par ici. On va arranger l'indentation de notre code, purifier notre code. À ce niveau-là, il y a X et Y, on va plutôt mettre un paddle.x et là où il y a les 2 points ici, on va enlever ces 2 points, on va les remplacer par les égalités. Les virgules qui se trouvent à la fin, on va les supprimer, on va plutôt remplacer cela par des points-virgules. À ce moment, on vient de finir avec le paddle, le resetPaddle et le resetBal. Si on revient dans notre navigateur pour voir ce qu'on a comme résultat, on va actualiser, vous allez voir qu'il y aura une collision, je vais bien bouger l'élément pour que vous voyez. Et comme tous les éléments se replacent au centre de la balle, donc c'est à ça en fait que va servir le resetPaddle et le resetBal. Maintenant, la balle se déplace à chaque fois dans le même sens. Ce qu'on veut gérer ici, c'est que la balle se déplace initialement soit à gauche, soit à droite, en fait que ce soit randomisé, que ce ne soit pas toujours carré de la sorte. Pour ça, on va revenir là où on a créé les propriétés de la balle et on va faire en sorte que ce soit désormais randomisé. On va multiplier cette valeur de 3 par une valeur aléatoire qui sera parfois positive ou parfois négative. Pour créer cette valeur, j'ai simplement utilisé un math. À ce math, j'ai pris le random. Le math random va chaque fois vous donner une valeur qui est comprise entre 0 et 1, mais le 1 est exclu. À ce math random, je vais le multiplier par 2 et je vais soustraire la valeur 1. Ce qui fait que parfois on aura des valeurs positives et parfois on aura des valeurs négatives. Je vais sauvegarder et on va venir voir le résultat ici. Maintenant, vous voyez que là, ça monte tout droit. Vous voyez que là, ça part du côté droit. Vous voyez que là, ça repart du côté droit. Vous voyez que là, ça repart tout droit. Là, ça part tout droit. Là, ça part du côté gauche. Là, ça part du côté gauche. Donc, désormais, le déplacement initial ne sera plus carré. Maintenant, on observe bien ce qui se passe. Quand on perd une vie, on a l'impression qu'on revient au déplacement initial. Vous voyez, ça repart toujours du même côté. Et ça repart du même côté, pourquoi? Parce que lorsqu'on a redéfini la position en X, on a mis encore une valeur qui était carrée. Donc, on va revenir ici. Lorsqu'on fait le resetBal, on ne veut pas que ce soit carré comme ceci. On veut également que ça recommence comme ceci. Donc là, on vient de gérer ce comportement. Après avoir fait la fonction resetBal, on va s'intéresser à quoi? D'après notre canevas, on a déjà créé et on a dessiné la planche. La balle, je vous l'ai dit, on a animé cette balle. On a géré les interactions entre la balle et les murs. Maintenant, on doit gérer les interactions entre la balle et la planche. Comment est-ce qu'on sait que la balle a heurté la planche? On va revenir ici et on va observer. Voici la position initiale de la planche qui représente le paddle X. Voici la position finale qui représente le paddle X plus la largeur de la planche. Et voici la hauteur de la planche qui représente le paddle Y. On est sûr que la balle a heurté la planche si les coordonnées de la balle paddle X et paddle Y sont comprises entre paddle X plus sa largeur et paddle X qui est sa hauteur.
paddle Y qui représente sa hauteur. Donc, on va venir implémenter ça et vous allez voir que ça ne sera pas très compliqué. Juste après le ball wall, on va se créer une fonction qu'on va appeler ball paddle. Donc, je vais mettre BP collision et on va mettre d'abord un commentaire pour dire interaction ball planche. Ça sera une fonction que je vais appeler ici ball paddle collision. Ce ball paddle collision ne va rien prendre en paramètres et on va vérifier les conditions qu'on vient de dire. On a dit que 3 conditions devraient être réunies. Donc, on va mettre notre if. Et la première condition, on a dit la position de la balle X doit être supérieure à paddle.x. Donc, il faudrait que ce soit au moins à l'intérieur parce que le paddle X, c'est ici. Si la position est inférieure, ça veut dire que nous ne sommes plus dans le paddle X, nous sommes de ce côté. Il faudrait que ce soit supérieur pour être sûr qu'on commence soit ici en allant dans ce sens. Ensuite, ça doit être inférieur à paddle X plus sa largeur. Donc, ça doit être inférieur à cette zone. Parce que c'est supérieur à cette zone, ça veut dire que nous sommes ici. Donc, on fait un encadrement, on s'assure que ça commence ici en allant par là. Ensuite, que ça ne dépasse pas ici en venant par là. Donc, en réalité, on a juste conservé cette petite largeur qui est ici. On va donc venir et on va dire, la deuxième condition qui doit être vraie, on met et, on va dire que le paddle X désormais ne doit pas être inférieur, cette fois-ci, au paddle.x plus sa largeur qui est le paddle.w. Et la troisième condition qui doit être vraie, qui est le et, c'est que la position Y de la balle doit être supérieure à la position Y de paddle. Donc on va faire ici, balle.y doit être supérieur à paddle.y. Si ces 3 conditions sont réunies, ça veut dire qu'en fait, ça a frappé la planche et on veut faire un certain nombre d'éléments. Le premier élément qu'on va faire plus simplement, c'est de dire que le déplacement balle.dx va être simplement le ball.velocity. Au niveau du ball.dy, que ce ne soit pas le ball velocity, mais ce soit plutôt la valeur opposée. Parce que si on tape la planche, on va aller dans le sens opposé. Donc, on va faire un ball.velocity, mais cette fois, ça sera une valeur négative. On va appeler ce ball paddle collision. Là où on appelle toutes nos autres fonctions, on va faire ce BP collision et on va aller regarder ce que notre code nous donne. Et la balle montre, il y a interaction, on va regarder, elle frappe et elle remonte avec une vitesse qui est de 7. Mais là, si vous remarquez bien quand ça frappe, c'est parce que c'est rapide. Il y a les endroits là où quand ça va frapper, la balle s'incruste en réalité à l'intérieur de la planche. Vous pouvez décider de laisser ça comme ceci si ça vous plaît, mais moi je vais corriger ce détail. Pour corriger ce détail, on va revenir ici là où on avait nos 3 conditions. On teste la position de la balle X. Il faudrait également s'assurer de prendre en compte son rayon qui est le ball.radius. De la même façon, lorsqu'on va tester ici, ce n'est pas le paddle, mais c'est le ball. Donc ici, c'est le ball X qui doit être inférieur à paddle X plus son paddle 8. Quand on va venir tester cette valeur, il faudrait enlever en fait son ball.radius. Et quand on va venir faire le ball Y ici, il faudrait également lui ajouter son ball.radius. Donc, je vais légèrement réarranger ces lignes de code pour qu'elles soient un peu plus visibles. Je vais les mettre comme ça les unes à la suite des autres et on aura ce résultat. Si on revient, on actualise, il y a l'interaction désormais avec les murs qui marche bien. On vient par ici, ça frappe, ça part. Et on se rend compte que là maintenant, le seul problème qu'on a, c'est que chaque fois que ça frappe, ça repart dans le même sens. Comment est-ce qu'on va faire pour corriger ce pépin? On va simplement revenir dans notre éditeur de texte et on va complexifier ces 2 valeurs qu'on a données ici. Pour complexifier ces valeurs, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de leur donner un déplacement qui sera calculé en fonction du sinus et du cosinus d'un angle particulier. Et pour réussir à définir ce sinus et ce cosinus en fonction de là où la balle va heurter la planche, on doit transformer cette planche en réalité en un repère trigonométrique. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, vous savez que le repère trigonométrique à son extrême droite représente 1, à son extrême gauche représente 0, à son extrême gauche représente -1 et au centre ça représente 0. Donc on va s'assurer de créer ça et en fonction de l'endroit là où la balle va taper, on va lui donner un angle prédéfini et on va calculer son déplacement et sa vitesse en fonction de cet angle.
Et pour transformer ce paddle sous forme de repère trigonométrique, on va se créer une variable qu'on va appeler ici le collide point. Et ce collide point, on va le calculer en fonction de la position x des éléments. Donc on va dire le bal x. À ce bal x, on va enlever le paddle point x auquel on aura ajouté au préalable la moitié de sa largeur, donc le paddle point 8 divisé par 2. C'est ainsi qu'on va calculer le collide point. Et si on teste simplement, on fait un console log du collide point. On va aller voir les valeurs qu'on obtient dans notre navigateur. On vient, on actualise et on va sortir notre inspecteur, notre débogger en quelque sorte. Lorsque la balle tape, vous voyez que là, on a une valeur qui est de moins 42 et quand ça tape de ce côté, on a une valeur qui est positive. Donc, quand ça tape vers l'extrême droite, on a une valeur qui est positive et quand ça tape vers l'extrême gauche, on a une valeur qui est négative. En fait, ces deux valeurs sont comprises entre 50 et moins 50. Ici, on a un 53 parce que ça a tapé sur ce côté-ci. On va normaliser ces valeurs pour que ce soit de 1 de ce côté et de moins 1 de ce côté. On va revenir dans notre éditeur de texte et ce même collide point qu'on a ici, on va le retraiter de nouveau en le divisant encore par la largeur du paddle qu'on a parce que le paddle en réalité on a vu que c'était 50, donc on va prendre le paddle point 8 et on va diviser encore cette valeur par 2. Si maintenant on vient retester les valeurs que ça nous donne, que le collide point nous donne, on va actualiser, on va tester. Vous voyez que là ça a donné 0, quelque chose et de ce côté ça a donné moins 0, quelque chose. Donc, à l'extrême gauche, on aura 1, et à l'extrême gauche, on aura moins 1, et à l'extrême droite, on aura 1. Je crois que ces valeurs doivent être entre parenthèses, sinon on n'aura pas le bon résultat. On va actualiser et maintenant on va regarder. Là, vous voyez que nous sommes carrément à moins 1. Là, nous sommes à moins 0 quelque chose. Et ici, si on tape de ce côté, on sera carrément à 1. Donc, maintenant, on a normalisé, on a 0 ici. Vous avez vu, là, ça a tapé quasiment au centre et c'est 0,0 quelque chose. Donc, ici, au centre, on aura 0. Ici, on aura 1 environ et ici, on aura moins 1. On va donc revenir dans notre éditeur de texte et on va définir un angle à chaque fois que la balle va frapper. On va dire ici, let angle. Chaque fois que la balle va frapper, on va dire que l'endroit là où ça a frappé, qui est le collide point, on veut lui appliquer simplement un angle qui sera de pi sur 3. Et pour écrire pi sur 3, on va prendre encore notre fameux module math. On va extraire pi et on va diviser ce pi par 3. On va donc revenir à ce niveau-là où on avait déplacé la balle et on va complexifier le calcul. On va dire que lorsqu'on se déplace sur l'axe des x, qui est en réalité l'axe des sinus, on va utiliser un math.sinus sinus et à ce sinus, on va simplement donner l'angle qu'on vient de calculer. De la même façon, ici, on n'oublie pas de multiplier. Et de la même façon, lorsqu'on sera sur les y, on va utiliser le math.cosinus et on va donner l'angle qu'on vient de calculer. Donc, c'est comme ça qu'on va complexifier ces deux valeurs et de cette façon, quand ça va frapper sur la planche, ça ne va plus partir à chaque fois dans la même direction. On va actualiser et on va voir le résultat. Vous voyez que désormais, là, ça a frappé, ça part dans ce sens et maintenant, ça part dans un sens différent avec un angle qui est différent. Chaque fois que la balle tape, la balle ne part pas comme si elle était carrée. Donc, on vient donc là de finir avec l'interaction entre la balle et la planche. On a géré également l'interaction entre la balle et les murs. Donc, on peut mettre 2 étoiles ici. Maintenant, on doit créer et dessiner les briques et ça ne sera pas du tout facile. Je vous conseille vraiment d'avoir l'esprit ouvert. Et si vous ne comprenez pas cette partie, regardez et regardez encore. Essayez de comprendre. Prenez le papier, écrivez, dessinez, faites n'importe quoi, mais assurez-vous de comprendre comment on va gérer toute la partie qui concerne les briques. Je vais revenir ici. Avant d'attaquer la partie des briques, on va un peu arranger notre code. Pour le moment, vous voyez qu'on a la fonction loop ici qui appelle toutes ces fonctions. Je préfère que ce soit organisé différemment. Quand je parle de différemment, ça veut dire quoi? On aura une première fonction qui va s'appeler draw ici à l'intérieur. Et cette fonction va se charger d'appeler tout ce qui concerne les dessins, donc le draw paddle, le draw ball, le draw brick qu'on va créer bientôt. Et on aura une deuxième fonction qu'on va appeler soit move ou bien update qui sera chargée de mettre à jour tous les mouvements et toutes les interactions. Donc on va créer ces deux fonctions, move et update, draw et update. On va mettre ici function draw.
Et cette fonction qu'on appelle draw simplement n'aura aucun paramètre. Dans cette fonction, on va déplacer tout ce qui concerne les dessins. Donc ici, on va mettre le draw paddle et le draw ball. Et également dans cette fonction, lorsqu'on voudra afficher les éléments comme le score, les vies et tout ce qui va avec, c'est là où on va mettre. Donc ça se charge de l'affichage en quelque sorte. Et juste en dessous, on va se créer la fonction qu'on a appelée update. Cette fonction aussi ne prendra aucun paramètre, mais cette fonction va prendre tout ce qui concerne les animations. On va remettre ça ici à l'intérieur. Normalement, si on actualise, il n'y a rien qui devrait avoir changé dans notre page, sauf que dans notre fichier, on sait désormais comment on va faire la maintenance. On sait que si on veut modifier les trucs qui ont trop de dessins, on regarde ici dans la fonction draw. Donc, on va mettre ici un commentaire et on va dire relatif à tout ce qui concerne l'affichage. Et en dessous ici, on va mettre relatif à tout ce qui concerne les interactions et l'animation. Maintenant, on va se lancer dans la création et le dessin des briques. En ce qui concerne les briques et leur interaction, on va revenir dans notre fichier game.js et on va se placer juste ici après le reset ball. Après le reset ball, on va commencer à traiter tout ce qui a trait aux briques. Et on va d'abord créer les propriétés des briques. Donc je vais mettre ici propriétés des briques. Pour les propriétés des briques, comme toujours, on va créer une constante et cette constante sera simplement brick prop. Ce brick prop sera également un objet et dans cet objet, on va commencer à définir le nombre de lignes qu'on veut faire pour les briques. Et pour le premier niveau, j'ai simplement mis 2 briques. Donc, on va mettre ici row et le row aura la valeur 2. Ensuite, on va définir le nombre de colonnes qu'on veut mettre. Ici, là, j'ai mis 13 colonnes. Comment est-ce que j'ai calculé le nombre de colonnes de mes briques? Pour comprendre comment j'ai calculé le nombre de colonnes de mes briques, il est important que je vous montre déjà d'abord la largeur de mes briques en quelque sorte. Donc ici, on va mettre colonne et j'ai dit que c'était 13 simplement. La largeur de mes briques W, j'ai dit que c'est 35 et la hauteur de mes briques qui est H, j'ai simplement dit que c'était 10. Donc pour calculer ici le nombre de colonnes que j'ai décidé de mettre, j'ai pris simplement la largeur totale de notre canvas. On va revenir dans notre HTML. La largeur totale de notre canvas, c'est 600. Et je me suis dit, je veux que mes briques commencent à apparaître à partir de x égale 55. Donc, si on revient dans le canvas, donc j'ai dit que mes briques vont commencer à apparaître à peu près à ce niveau. Donc, j'ai pris la largeur qui restait. Je me suis dit, j'ai aussi envie de laisser 55 de ce côté. Si je veux laisser 55 par ici et que je vais également laisser 55 par ici, ça fait 110. J'ai pris les 600 pixels, j'ai enlevé 110. Il me reste en réalité un truc comme 490. Je prends donc ces 490 pixels et je les divise par 35 que j'ai ici. Et ça va me donner à peu près le nombre d'éléments qu'il me faudra. Si on prend la calculatrice par ici, donc si on prend la calculatrice et qu'on fait un 490 divisé par 35, vous allez voir qu'on a 14. J'ai mis 13 parce qu'il y a un petit espace généralement entre chaque brique. Les briques ne sont pas directement collées. Ce qu'on appelle ici l'espacement entre les briques, je l'ai appelé le padding et on va tout de suite le mettre. Ce padding aura simplement une valeur de 3. Et vous voyez que si on met un petit padding de 3 entre chaque brique, on ne peut pas mettre réellement 14 briques, on doit mettre 13. Je vais donc dire ici qu'on a ce que j'ai appelé le offset X, qui est la position à laquelle les briques vont commencer suivant l'axe X, et j'ai dit tout à l'heure que c'était 55. Ensuite, j'aurai de la même façon le offset Y. J'ai donné ici pour cette valeur 35 simplement, 42, autant pour moi. Donc j'ai donné pour cette valeur 40. Ensuite, j'ai donné la couleur avec laquelle je voulais que les briques soient remplies. J'ai appelé ça le fill color. Et pour le fill color, c'est simplement du blanc. Donc, je vais mettre ici une chaîne de caractères qui sera dièse FFF. Je vais venir arranger tout ce que j'ai ici. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, ça veut toujours me mettre ces éléments. Après ça, j'ai décidé de son caractère visible ou invisible. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'on va cogner sur une brique, cette brique doit devenir invisible.
je définis ici une propriété en fait qui sera un booléen et ce booléen sera soit true, soit false en fonction de qu'une brique est visible ou alors invisible. Ici, on a besoin de plusieurs briques, donc il va falloir qu'on stocke nos briques dans un tableau. On va dire ici, création de toutes les briques. Pour créer les briques ici, comme je l'ai dit, on va devoir les stocker dans un tableau et on va dire let bricks qui représente l'ensemble des briques qu'on aura et par défaut c'est un tableau vide. On va ensuite se créer une fonction et cette fonction va simplement s'appeler create bricks comme ceci. Cette fonction ne prendra rien en paramètres. On va définir une première boucle et dans la boucle on va dire for let r equal 0. Donc j'ai défini une variable r qui est égale à 0 et le r en réalité correspond au row. Si le nombre de lignes, on teste la condition du nombre de lignes sur le brick prop.row. On veut que le nombre de lignes soit inférieur au brick prop qu'on a et on veut incrémenter à chaque fois cet élément. Donc chaque fois qu'on aura cet élément, on va définir ici notre bricks qui est le tableau qu'on vient de créer et on va dire que dans notre bricks, on va prendre le R qui est là, on va lui ajouter un tableau vide de nouveau. Maintenant, on va boucler une deuxième fois et cette fois-ci, on va boucler par rapport aux colonnes. Donc on va dire ici for let C equal 0. Ensuite, on va dire que le C doit être inférieur en fait au brick prop.column et on va incrémenter également la valeur de ce C à chaque fois. À ce niveau, qu'est-ce qu'on veut faire? On va dire que le bricks qui portait déjà le R auquel on a donné les lignes tout à l'heure, on va maintenant lui donner également un C. À ce C, on veut donner un certain nombre de propriétés. Donc, on va dire pour sa position X, on va simplement donner la colonne à laquelle nous sommes. Cette colonne, on va la multiplier par la propriété de la brique qui sera ici brick prop 8 qui est la largeur. On va additionner cette largeur avec le padding parce qu'on aimerait qu'à chaque fois qu'on prenne en compte la largeur d'une brique qui est de 35, on avait dit qu'on a un petit padding qui est de 3. Donc on va ajouter également ce brick prop padding. Et à tous ces éléments, on va ajouter le offset X qui est en réalité la position à laquelle la brique doit commencer à apparaître. Parce que si on donne la position X qui correspond à ce qu'on vient d'écrire, la brique sera collée au mur. Donc on va ajouter ici un brick prop et en ce moment on va mettre le offset suivant l'axe des X. Donc ça sera ça la position en X et pour la position en Y, on va simplement modifier le X ici en Y. À ce niveau là où on a mis C, on va plutôt mettre R. À ce niveau là où on a mis la largeur, on va mettre la hauteur. On va toujours laisser le padding et on va mettre ici désormais le offset Y. Donc on vient de définir la position X et la position Y. Après ces deux positions, on va définir ce qu'on appelle le statut, le status. Et le status ici va nous dire en fait si la brique est censée être visible ou invisible. Donc si on a un statut à si on a un statut à true, la brique est visible. Si on a un statut à false, la brique est invisible. Une fois qu'on a défini la position X, la position Y des briques qu'on vient de créer, on aimerait également que ces briques contiennent toutes ces autres propriétés qui sont déjà ici en haut. Donc on va recopier toutes les propriétés qui sont à l'intérieur et on va les ajouter ici. Pour faire ça en JavaScript, on a une méthode qu'on met avec 3 points de suspension et on va simplement recopier tout ce qui se trouve dans la propriété brick prop. Donc ça va extraire tout ce qui est ici et à chacun des éléments qui sera créé, ça va donner ensuite ces éléments par ici. Donc à ce moment, on vient de créer les briques. Une fois qu'on crée les briques, il faut exécuter cette fonction au moins une fois pour que les briques se créent. On a créé les briques et maintenant on va dessiner les briques parce que l'on vient de les créer. On va enfin dessiner les briques et pour dessiner les briques, on va faire un dessiner les briques et on va se créer une fonction qu'on va appeler simplement drawBricks. Et pour ce drawBricks, il n'y a aucun paramètre. Pour que ce drawBricks fonctionne, on va descendre et on va l'ajouter. On avait dit que c'est dans le update qu'on va mettre, en fait, c'est dans le draw qu'on va mettre tout ce qui concerne les dessins. Donc, on va mettre ici le drawBricks. On va revenir dans ce drawBricks, on va commencer à travailler. Si on fait un console log par exemple de la variable bricks ou alors de la constante bricks, en fait c'est une variable, le tableau qu'on a créé plus tôt, on vient regarder ce que ça nous donne comme valeur ici, on actualise, vous voyez que on a
beaucoup d'éléments qui se créent à chaque fois. Parce que là, on a mis dans la boucle, on va enlever cette fonction de la boucle ici pour ne pas avoir trop d'éléments. Donc, on va d'abord l'enlever là et on va simplement l'utiliser juste ici en dessous. Donc, on va faire un drawBricks. Si on vient à chaque fois ici et qu'on actualise, vous voyez qu'on a un tableau. Ce tableau va nous donner ici un certain nombre d'éléments qui se trouvent à l'intérieur. On a 0 et on a 1. Si on ouvre le 0, vous allez voir qu'on a les éléments qui doivent apparaître. On a de 0 jusqu'à 12. Ce 0 à 12 correspond aux 13 briques qui doivent apparaître. Et vous allez voir que la première brique apparaît à la position x égale 55. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Ici, ça apparaît à la position x égale 55. La deuxième à la position x égale 93. La troisième à la position x égale 131. Donc, ce calcul, en fait, qui est ici, à chaque fois qu'on aura le x, il va prendre le c qui correspond, il va multiplier par ces valeurs et il va ajouter cette valeur, on aura la valeur qu'on a là-bas. Donc, pour faire simple, si on prend le c et qu'on dit que notre c est à 0, comme on a commencé à 0, on va multiplier ce 0 par toute cette valeur, ça va nous donner 0. Et on va prendre le brick propre offset x qui correspond à 55. Donc, pour la valeur 0 ici, on aura un x qui est à 55. Et si vous venez voir, c'est ce x qu'on a ici. Si vous effectuez ce calcul pour toutes les autres valeurs, donc vous effectuez ici là par exemple pour c égale 1, c égale 2, jusqu'à ce qu'on arrive à c égale 13, vous allez vous rendre compte que toutes les valeurs de x qui apparaissent ici sont les valeurs qu'on devrait avoir. Et le y ici, lui, il apparaît à 40. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a dit que la position offset y initiale, c'est 40. Donc du coup, quand on va prendre un r qui va correspondre à la valeur 0, tout ceci sera 0 et ça va nous donner ici simplement 40. Et vu que quand on est sur une ligne, la première ligne qui correspond à 0, on aura d'abord 13 éléments. Les 13 premiers éléments auront simplement une valeur y qui sera à 40. Donc, ils vont se positionner à 40 pixels de hauteur. C'est en fait ça qu'on vient de faire. Donc, on va supprimer désormais ce console log et on va prendre le bricks qu'on a. À ce bricks, on va appliquer la méthode forEach. On va dire que lorsqu'on parcourt, on veut les colonnes en quelque sorte. Si on demande maintenant le console.log de ces colonnes, en fait, vous allez voir que ça va nous donner exactement un tableau qui contient encore autre chose. Parce que si on regarde ce qu'on a ici, dans un premier temps, on a un tableau. Et ce tableau, on a d'abord un tableau ici là qui contient deux éléments, 13, 13. Parce qu'on a dit qu'on avait deux lignes. Donc, la première ligne aura 13, la deuxième ligne aura 13. Donc, quand on va faire le colonne, ça va nous donner en fait cette ligne-ci qui a ces 13 éléments à l'intérieur qui représentent un tableau. Si on actualise, vous voyez que ça nous donne ceci. Il y a 13 éléments dans ce tableau. C'est un tableau qu'on a ici. On va revenir et ce colonne également, on doit lui appliquer la méthode forEach. Donc, on va prendre le colonne comme ceci et on va aussi lui faire un forEach. On va aussi lui faire un forEach. Et à ce niveau, on va extraire chaque élément de ce tableau comme une brique et on va commencer par tester le statut. Si pour chaque brique qu'on vient d'extraire, on a un statut qui est à true. Si le statut est à faux, on ne veut pas afficher cette brique. Pour afficher la brique, on va dessiner. Maintenant, on commence donc à dessiner en utilisant le begin.path. Pour cette brique, on va lui mettre un contexte.rect. Donc, on va dessiner le rectangle. On va dessiner son rectangle et la position en X, ça sera brick.x. Ensuite, on aura la position en Y qui sera brick.y. On aura la largeur et la hauteur, donc on aura ici brick.8 et on aura brick.8 qui représente les quatre valeurs. On va se concentrer sur le remplissage et on va dire ici .ctx.fillStyle et le fillStyle sera simplement le brick.fillColor qu'on avait donné. Et on va directement remplir ctx.fill. Une fois qu'on finit, on n'oublie pas de refermer avec le ctx close path. On va venir mettre cette fonction drawBricks simplement ici dans notre fonction qui se charge de dessiner les éléments. On revient et on actualise. Désormais, vous voyez qu'on a nos deux lignes qui sont apparues. On a nos deux lignes. Si on revient ici et qu'on décide qu'on veut par exemple mettre plutôt 4 lignes, on va mettre 4 comme ceci. La boucle va commencer à tester 0,
1, 2, 3. Donc ça va tester 4 fois et ça va à chaque fois afficher les propriétés. Quand on va revenir, on aura 4 lignes. On revient et on remet simplement nos 2 comme on avait ici. On vient donc de dessiner les briques. On va supprimer ce console log qui se trouve de ce côté. Pour implémenter la collision entre la balle et les briques, on va également se créer une fonction qui va le faire. On va dire ici collision balle brique et on va se créer une fonction ici qu'on va appeler bb collision, comme pour dire balle brick collision. Cette fonction ne prend rien en paramètres et au niveau de cette fonction, on va encore recommencer à boucler. On va prendre notre tableau des briques qu'on avait initialement parce qu'il faudrait tester que c'est chaque brique qui est cognée à la fois. On va encore utiliser la méthode for-each et on va extraire les colonnes. Quand on va extraire les colonnes, on aimerait faire quelque chose de particulier à ces colonnes. Ces fameuses colonnes, on va encore extraire chaque brique à l'intérieur parce qu'on a vu que les colonnes en elles-mêmes avaient déjà des tableaux. Donc, les colonnes en elles-mêmes étaient déjà un tableau. On va encore utiliser un for each et à ce for each, on va désormais extraire les briques. Quand on va extraire les briques, on va les traiter. On va tester le statut. On va dire if brick.status. Donc, on veut tester le statut si ça a true. Donc, en fait, si les briques sont visibles. Et si les briques sont visibles, ce qu'on veut faire est très simple. On va tester une deuxième condition. On va tester si la balle a heurté la brique. Et comment est-ce qu'on sait que la balle a heurté la brique? On sait que la balle a heurté la brique de la même façon qu'on sait que la balle a heurté la planche. Donc, si les coordonnées de la balle sont comprises dans les coordonnées de la brique. À ce niveau, on va écrire 4 conditions. Et ces 4 conditions doivent être toutes vraies. Donc, on va dire if, si la position de la balle en X plus son rayon sont supérieurs à la position de la brique en X et si le balle.x moins son balle.radius est inférieur à la position en X de la brique plus sa largeur plus brique.width. Donc, c'est la deuxième condition. La troisième condition qui doit être vraie, c'est s'assurer que la position Y de la balle.y plus son balle.radius est supérieure à la position Y de la brique. Et la dernière condition qui doit également être vraie, c'est que le balle.y moins le balle.radius soit inférieur à la position de la brique Y plus sa hauteur en fait. Donc on va dire ici brique.y plus brique.h. Ici j'ai oublié le signe de l'infériorité. Je crois que ça devrait résoudre notre problème. Donc on va essayer d'aérer un peu ce code. Donc là, on a nos 4 conditions qui sont réunies. Si ces 4 conditions sont réunies, ce qu'on veut faire, c'est de changer simplement la direction de la balle. Donc on va dire ici que le balle.dy sera simplement multiplié par moins 1 pour changer de direction. Ensuite, on va mettre le brick.status. Donc le statut qui disait tout récemment que cette brique était visible, on va changer ce statut et on va le mettre à false pour dire qu'il ne doit plus être visible. Et on va incrémenter le score. Donc le score sera incrémenté de l'unité de score qu'on a définie. On va appeler simplement cette unité score units. Pour le moment, on ne l'a pas encore défini et on n'a non plus défini le score. Donc du coup, l'I2 est fâché. On va remonter un peu plus haut. Et à ce niveau, on va définir let score et on va donner 0 initialement. À ce niveau, on va définir une constante. On va définir une constante et cette constante, on va l'appeler score unit. Ce score unit sera de 10, donc ça va augmenter de 10 par 10 à chaque fois. Maintenant, l'éditeur de texte est content, il ne râle plus. On va aller voir est-ce que ça fonctionne. Notre bb collision, on doit l'appeler ici. On actualise. On va voir ce que ça donne. Et désormais, vous voyez que là, la brique est portée disparue. Dès que ça frappe,
Donc, on est en bonne évolution déjà pour notre jeu et il est temps qu'on se concentre sur les autres éléments. On va revenir dans notre canevas. On vient de créer et dessiner les briques. On a implémenté l'interaction entre la balle et les briques. Maintenant, on va se concentrer sur le score, le niveau et le nombre de vies. En ce qui concerne l'affichage du score, du niveau et du nombre de vies, on va se créer une fonction qui sera chargée d'afficher en fait ces éléments. On va refermer et on va venir à ce niveau. Mais avant même de commencer à faire ça, je veux qu'on gère d'abord quelque chose. Ici, on a dit quoi? On a dit si toutes ces conditions sont réunies, on veut que la direction de la balle change, que la brique disparaisse et qu'on implémente le score. Avant d'implémenter le score, il y a quelque chose qu'on doit faire et on doit charger le son lorsqu'on frappe la brique. Et on va lancer ce son simplement. On va faire qu'il joue. De la même façon, lorsqu'on a lancé ici, lorsqu'on a fait la collision entre la balle et la planche, on aurait dû mettre directement son son. En réalité, lorsqu'on fait la collision entre la balle et la planche à ce niveau-ci, qui est le ball paddle collision, si toutes ces conditions sont réunies, ça veut dire que la balle a frappé. Et si la balle a frappé, il y a normalement le paddle hit qu'on doit lancer. On doit lancer le paddle hit et on doit le faire jouer en utilisant la méthode play. De la même façon, on va remonter un peu plus haut et au niveau du ball wall collision, si ces conditions sont remplies, il y a un son qui devrait se jouer. Donc ici là, sur l'axe des X, chaque fois que ça frappe, on doit jouer le wall collision, le wall hit en fait, et on va lancer ce wall hit. De la même façon, s'il y a collision sur l'axe supérieur, on va également lancer le même wall hit et le faire jouer. Par contre, si on tombe et qu'on perd une vie, on veut plutôt lancer le life loss et on va faire jouer cet élément. Si on revient tester dans notre navigateur pour voir si ces sons fonctionnent, on va actualiser. Et vous voyez que désormais ces sons sont pris en compte en fait. Et si on perd une vie, voilà ce qui se passe. On va revenir dans notre GameJS, on va replier ces autres fonctions et on va afficher les données de jeu. Juste après le ball bricks collision, on va se créer une fonction et cette fonction va nous permettre d'afficher les éléments qui sont relatifs au jeu, notamment le score et tout ce qui va avec. On va simplement appeler un commentaire qu'on va dire afficher les statistiques du jeu, aussi simplement que ça. On va se créer une fonction qu'on va appeler ici show stats. Cette fonction ne prendra rien en paramètre pour le moment. On va venir voir ce qu'on veut y mettre comme paramètre plus tard. La première chose que je vais définir ici là, c'est la police de texte, la couleur de texte en fait qui sera utilisée. Donc ça sera un fill style et je veux que ce fill style soit une couleur blanche. Et en plus, je vais définir une police de texte, donc je vais dire ici un CTX font. Et ce font, dans la mesure où on aura des textes, je veux que ce soit du 20 pixels et que la police de texte utilisée soit simplement du groupo. Ceux qui n'ont pas du groupo, ils peuvent utiliser n'importe quelle autre police de texte, il n'y a pas de problème à cela. Ensuite, je veux mettre les images. Pour mettre ces images, il y a une méthode également dans le canvas qu'on appelle drawImage. Cette méthode, c'est drawImage. Et si je survole le drawImage ici avec mon IDE, ça va me sortir une petite documentation. Quand je prends ici, on dit canvas drawImage. Le drawImage prend une image. Donc, on va préciser l'image qu'on veut charger. Ça prend le DX qui est un nombre. Ça prend également le DY qui est un nombre. Le DX, c'est la position en X. Le DY, c'est la position en Y de cette image. Ensuite, on peut lui donner deux autres valeurs optionnelles qui sont la largeur et la hauteur de l'image. Donc, je vais revenir ici et je vais dire que dans ce drawImage, on va charger une image. Cette image, on va lui donner une position qui sera iPose X, donc la position de l'image en X. Ensuite, on aura le image position en Y et après, on aura sa largeur qui sera 8. Par défaut, cette largeur sera 20 et on va lui donner une hauteur H qui par défaut également sera 20. Vu qu'on vient de donner tous ces éléments, vous allez voir que ici, mon IDE reconnaît que ça c'est la largeur et que ça c'est la hauteur de l'image qu'on veut mettre. Par contre, il ne reconnaît pas ces trois valeurs parce que ce sont les valeurs paramétriques.
On va donc ajouter ça ici et on va dire que comme paramètre de la fonction, on aura un paramètre qui sera image, un paramètre qui sera le iPosition X et on aura un paramètre qui sera le image position Y. Autre chose qu'on a forcément envie de faire, on a peut-être envie de faire, c'est d'ajouter le texte. Parce que le texte, en réalité, lorsqu'on va mettre les images, le texte qui s'incrémente, c'est nous-mêmes qui l'écrivons. Et ce texte, on va mettre un ctx.fillText. Donc, on va utiliser le fill text ici. Le fill text va prendre en premier paramètre le texte qu'on veut mettre. On ne peut pas le mettre en dur ici parce qu'on aura besoin d'afficher plusieurs données. Si on le met en dur ici, ça va afficher la même chose pour tous les éléments qu'on aimerait utiliser. Donc, on va donner le texte position X et on va également donner le texte position Y. L'éditeur ne les connaît pas parce qu'en fait, ce sont également des valeurs paramétriques. Donc, on va copier toutes ces valeurs et on va les ajouter ici. On va donner par défaut une valeur au texte qui sera une chaîne de caractères vide et on va donner une valeur par défaut à la position en X qui sera nulle. Ça, c'est dans la mesure où on n'aurait pas envie d'utiliser un texte et on ne veut pas que la fonction nous impose de mettre une valeur alors qu'on n'a aucune valeur à mettre. Donc, on définit ces trois valeurs par défaut, ce qui aura pour conséquence de faire en sorte que si on a un texte qu'on écrit derrière une image, on va simplement donner les paramètres par ici. Mais si on n'a pas un texte, lorsqu'on affiche une statistique ou bien une image, la fonction va simplement prendre les valeurs par défaut ici qui sont nulles et ça ne va pas nous renvoyer d'erreur. Par contre, si on laisse ça sans mettre les valeurs prédéfinies et qu'on a peut-être une image qu'on affiche sans mettre un texte, la fonction va nous dire non, là vous me précisez une image, mais les valeurs du texte, je ne les vois pas. Donc pour pallier à ce problème, on met généralement les valeurs nulles par défaut ou alors certaines valeurs qu'on aimerait voir affichées par défaut. Ici, les valeurs qui sont soulignées. En réalité, mon IDE me dit que j'ai fixé les valeurs en dur. Vous allez voir variable with implicity declared. Donc, ça me dit que j'ai fixé les valeurs en dur et il aurait peut-être préféré que je passe par un paramètre. Mais je vais laisser ça comme ceci simplement. On va descendre et cette fonction showStat, on va l'utiliser dans notre draw. Dans cette fonction, parce qu'on a dit que tout ce qui est relatif à l'affichage, on va mettre ça dans draw. La première stat qu'on va afficher ici sera simplement le score image. Donc, on va appeler ici notre fonction showStat. À cette fonction showStat, on doit passer l'image en premier parce qu'on a vu ici que le premier paramètre c'est une image. Ensuite, on va donner les positions de l'image. Donc, ici, on va passer l'image et on va afficher le score. Donc, on va lui donner le score IMG. Donc, on lui donne le score IMG. On veut que la position de ce score soit au niveau du canvas. On prend la largeur du canvas et on va enlever 100 pixels à ce canvas. Donc, on veut que ce soit à partir de 100 pixels de la fin du canvas. La position en Y sera simplement de 5 pixels. Le texte qu'on va afficher ici, ça sera simplement score. Ici, j'ai mis score en tant que variable et je ne pense pas qu'on l'ait déjà défini, mais on va regarder plus haut, vérifier ça. Et je vais mettre ici un canvas.width. Ce canvas.width, je vais lui enlever 65 pixels parce qu'en fait, le texte que j'affiche doit être derrière l'image. L'image va se positionner à 100 pixels depuis la fin du canvas. Par contre, le texte lui va se positionner à 65 pixels depuis la fin du canvas. Et je vais mettre 22 à la fin. Ce 22 représente cette dernière valeur-ci. Donc, je vais mettre la position Y du texte à 22 pixels de hauteur. Vous voyez, ça met là T pose Y. On va revenir dans notre navigateur et je vais vous montrer ce que je disais. Je vais afficher l'image à ce niveau. Il sera environ à 100 pixels depuis la fin. Par contre, l'image sera là et les points qui vont se calculer seront un peu à l'arrière. Donc, c'est à 67 pixels depuis la fin du canvas. Je vais actualiser et là, il ne se passe rien. Je dois avoir une erreur. On va ouvrir notre outil de débogage. Ça nous renvoie une erreur ici. On dit car reference error score image is not defined. On va venir voir ici et on nous dit que le score image n'est pas défini. On regarde dans le component, on a le score image et on a chargé ça dans le bon dossier score.png. On vient regarder au niveau du game et pourquoi ça nous refuse ça. On va également aller regarder dans notre HTML, peut-être que c'est de là que provient l'erreur.
On va ouvrir le HTML et effectivement, ici, on a interposé les deux liens. Vu que le GameJS doit se charger des éléments qui proviennent du component, on doit mettre le component en dessus et on va mettre le game plutôt en dessous. Donc, normalement, ce problème devrait être résolu. Et si on va regarder dans notre navigateur et qu'on actualise désormais, vous allez voir que les éléments apparaissent normalement. Donc, faites bien attention à charger d'abord le component.js avant de charger le game.js. J'ai chargé ça, il ne m'en suis pas rendu compte et là, on a payé cher de cette erreur. On va revenir dans le game.js et on va dupliquer cette ligne deux autres fois. Dans les deux autres cas, ce que je vais simplement afficher, ça sera le live image. Ça sera simplement le live image. Le live image qui va représenter ici l'icône des vies. Ensuite, je vais afficher le level image. Level image qui va représenter en fait l'image qui nous montre le niveau auquel nous sommes. Pour le level image, je veux principalement que ce soit placé au niveau du centre de notre canvas. Donc, on va mettre ici un canvas.width divisé par 2. Mais vu qu'on aura un texte qui va se placer après, si je me place là pour vous montrer, donc il va se placer ici au milieu. Et on a un texte qui va se placer juste après. Donc, on veut qu'il soit légèrement décalé vers l'arrière et le texte aussi soit placé là pour que tout le groupe en fait soit centré. Donc, on va revenir et on va enlever à ce canvas width une valeur de 25 pixels. Au niveau de la position, en Y, on va laisser ça à 5. Et ici, on va plutôt mettre le level. Le level, je ne crois pas qu'on l'ait déjà créé. À ce niveau, on va mettre un canvas 8 divisé par 2. Je vais diviser cette valeur par 2. Et au niveau du Y, ça sera toujours 22. On va traiter le live image. Le live image, lui, je veux simplement qu'il soit placé à 35. Donc, il sera placé à 35 pixels depuis le début de notre canvas, pas vers la fin. Le Y sera à 5. On va afficher ici live. Et on va afficher ici un canvas 8. Non, mais on va plutôt mettre ici 70 pixels directement. Donc, l'image sera à 35 pixels et le texte sera également 35 pixels derrière l'image, ce qui fait 70 pixels. On va sauvegarder tout ça et on voit ce que ça nous donne dans le navigateur. Ici, nos images n'apparaissent plus. Si nos images n'apparaissent pas, ça veut dire qu'on a fait une erreur quelque part. On va regarder ici, la variable level n'est pas définie, donc on va remonter tout en haut et on va définir le level. Le level par défaut, c'est le niveau 1. On va mettre 1 et on n'oublie pas de le définir parce que là, c'est comme si on l'utilisait juste. On va redescendre plus bas et est-ce que l'éditeur de texte est désormais content? Oui, il est content. On va revenir actualiser pour voir dans le navigateur, on actualise et tous les éléments apparaissent. Donc là, on vient de finir avec l'affichage des différents éléments, l'affichage du nombre de vies, du niveau et des points qui s'incrémentent. Et vous voyez que là, les points s'incrémentent déjà parce qu'on avait calculé cela lorsqu'on a géré la collision entre la balle et les briques. Si on remonte ici au niveau du BB Collision, vous allez voir qu'on avait déjà géré ça ici. De la même façon, les vies diminuent parce que vous avez vu qu'on avait à gérer quand on était en train de travailler sur la collision avec la partie inférieure. Parce qu'on avait dit que lorsqu'on va arriver sur la partie inférieure, si on ne touche pas la planche, on aimerait soustraire une vie. On va revenir dans notre navigateur et vous vous rendez compte que là, le son ne se joue pas. Si on ouvre notre débogueur, le son commence à se jouer. Mais avant ça, il y a une erreur qui se produit à chaque fois. On va réactualiser pour que vous voyez bien. Et vous voyez que là, il y a une erreur qui se produit à chaque fois, le son ne se joue pas. L'erreur en fait nous dit quoi? L'erreur nous dit simplement que on count in promise DOM exception play failed because the user didn't interact with the document first. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans les navigateurs? Avant, il était coutume que les gens envoient des publicités à tort et à travers dans le navigateur. Ce qui fait en sorte que parfois, dès qu'on arrivait dans le navigateur, on veut faire quelque chose, on commence à entendre les sons et on ne sait pas de quel côté ça vient. Donc maintenant, on a implémenté les navigateurs avec une méthode qu'on appelle la promesse. La promesse, en fait, fait en sorte que un son ne se joue que si l'utilisateur interagit avec la page sur laquelle il y a le son en question. Mais tant qu'il n'interagit pas avec la page sur laquelle il y a le son, par défaut, le son ne se joue pas. Donc pour que le son se joue ici, je dois soit cliquer au niveau de ma page, soit faire un mouvement au niveau de ma page. Si je clique par exemple, vous voyez que le son s'active.
Donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour cette petite aparté. On va retourner dans notre document. Après l'affichage des éléments dans le canevas, on s'est dit, une fois qu'on affiche le score, le niveau et le nombre de vies, on peut dire qu'on a fini avec ça. On va mettre à jour l'affichage de ces derniers. Et la mise à jour de l'affichage concerne principalement en la diminution des vies, en l'augmentation des points et en l'augmentation du niveau. Ici, on a déjà géré la diminution des vies et l'augmentation des points. Donc, il nous reste maintenant à gérer le passage au niveau supérieur en quelque sorte. On va venir dans notre game.js. Juste ici en dessous du show stats, on a créé cette fonction à quel niveau déjà? Juste ici en dessous de ce show stats, on va se créer d'abord une fonction qui va gérer la fin de partie. Et cette fonction sera le game over. Cette fonction sera le game over. Le game over ne va rien prendre en paramètre et on va juste vérifier. Si le nombre de vies qu'on a est déjà inférieur à 0, ça veut dire qu'on n'a plus de vie, on veut arrêter le jeu en fait. On va utiliser une fonction qu'on appelle show end info. Show end info. Et cette fonction va prendre en paramètre un texte qui dit lose. Ensuite, on va faire passer la variable boolean game over à true pour dire que le jeu s'est arrêté. Le seul problème, c'est que cette variable boolean, on ne l'a pas encore créée, de même que le show end info. Donc, on va remonter tout en haut ici et on va dire que par défaut, on aimerait avoir une variable qui nous indique quand le jeu est en cours, alors quand le jeu s'arrête. On va appeler cette variable game over. Et ce game over, on va mettre cette variable à false initialement pour dire que le jeu n'est pas en arrêt. On n'oublie pas de définir la variable en utilisant le let et on a géré le problème de cette variable. Notre éditeur sera de nouveau content. On va venir traiter ce show end info tout ici en bas, juste après notre loop. On va descendre et on va dire ici affichage des infos de fin de partie. On va créer la fonction function show end info. Cette fonction va prendre le type d'affichage qu'on veut faire. En fait, ici pour l'affichage, on a deux cas. Soit on a gagné, soit on a perdu. Donc, on va mettre un paramètre qu'on va appeler type. Et le type de paramètre par défaut sera win, comme pour dire qu'on a gagné. Et dans le cas où on n'a pas gagné, on va utiliser par exemple lose. Et c'est dans ce cas qu'on a utilisé le lose qu'on a mis ici quand on a appelé cette fonction à ce niveau. On a mis lose, comme pour dire on a perdu. On va appeler ce game over, en fait, ici à l'intérieur. C'est là où ça va s'exécuter. On va venir traiter dans la fonction show end info. Et dans la fonction show end info, qu'est-ce qu'on veut faire? On va prendre notre game over. Le game over, on ne l'a pas encore importé. Si je mets ici game over, dans ce cas particulier, c'est l'élément du DOM. On va dire qu'on veut modifier son style. Et à son style, on va changer la visibilité. On va mettre cette visibilité à visible. Pour comprendre la ligne que je viens d'écrire ici, on va repartir dans notre CSS. Dans notre CSS, on avait traité un certain nombre d'éléments, notamment ce game over qui se trouve ici. On lui a mis une visibilité qui était cachée. Et maintenant, on va afficher cette visibilité dans la mesure où on a perdu le jeu. Donc, on va revenir dans notre JS et on va importer cet élément qui correspond au DOM qui est le dièse game over. Dans notre JS, on va se placer tout ici en haut et on va parler des éléments du DOM. On va dire ici importation des éléments du DOM. Le premier élément qu'on va importer, on en avait déjà importé deux autres plus haut. On va les faire descendre. 3 en fait. On va prendre ces 3 éléments, on va les coller là. Ensuite, le prochain élément qu'on va importer, ça sera justement ce game over. On va dire const game over. Et ce game over, ça sera simplement un document .getElementById et on va prendre ici le game over qu'on avait défini dans notre HTML. Donc désormais, vous voyez que ici, le game over est content, il ne nous dérange plus. À ce game over, on va lui donner une visibilité et on va également changer son opacité parce qu'on avait mis une opacité à 0. Donc on va prendre le game over, on va changer son style CSS et on va modifier son opacité pour lui mettre une opacité qui sera désormais à 1.
on n'oublie pas de mettre cette valeur entre chaînes de caractères pour qu'elle soit bien interprétée. On va ensuite gérer une condition. La condition va décider du type de message que ça va afficher. On dit if type serait égal à win, ça veut dire qu'on a gagné. On veut faire un certain type de traitement. De la même façon, si notre type n'est pas win, donc ici on va dire else. Si ce n'est pas win, on veut faire autre chose. Et pour gérer ça, en fait, quand on a win, on a envie d'afficher soit le you won, et quand on a lost, on va afficher le you lose. Si on gagne, on va afficher le you won. Pour le you won, quand on va revenir, on va se rendre compte que voici le you won qu'on a ici qui représente en fait le trophée. Et ce you won, on ne l'a pas encore importé dans notre game.js, donc on va également l'importer et on va créer ici une nouvelle constante qui sera simplement you won. Ce you won, on va le récupérer à partir du document.getElementById et on va récupérer celui qui porte la classe you won. De la même façon, on va dupliquer cette ligne et on va récupérer également celui qui porte la classe you lose. Donc, on va faire ici un you lose et on va dire que ici c'est lose. Pendant qu'on y est, on va également récupérer le bouton sur lequel on cliquait qui nous demande de recommencer le jeu dans la mesure où on a terminé et on va dire ici restart et on va simplement sélectionner pour ne pas me fatiguer. Je vais dupliquer cette ligne et ici ça sera le restart. Ici je vais simplement cibler celui qui porte restart. Une fois ces trois valeurs sélectionnées, on va revenir ici plus bas et on va dire que si on a gagné ce qu'on a envie d'afficher, et désolé ici ce n'est pas une variable mais c'est plutôt une chaîne de caractères, on teste la valeur. Donc on va dire ici que si on a gagné, on a envie de prendre you won, on va lui appliquer un style et à ce style on va le rendre visible en fait. Donc on va lui donner ici un visible, une visibility et la valeur de cette visibility sera simplement visible. Et à cet instant précis, si on a gagné, on ne veut pas avoir le texte qui nous dit game over, on veut simplement avoir le trophée. Donc on va prendre le you lose qu'on a plus bas. Et lui, on va le cacher. Donc, on va lui faire un style CSS dans lequel on va gérer sa visibility et on va mettre ça à hidden. On va également donner une opacité à ce you lose. On va gérer son style. On va gérer son opacité et on va mettre cette opacité à 0. Ce qu'on vient de faire ici au niveau du win, dans la mesure où on a gagné, sera tout le contraire si on a perdu. Donc, on va copier ces lignes et on va les coller là. Si on a perdu, on veut que celui-ci lui passe plutôt en hidden. On veut que celui-ci passe en visible. Et on veut également donner une opacité de 0 maintenant, plus à you lose, mais plutôt à you won. Donc, on va prendre you won en quelque sorte. On va remonter cette ligne par là. Donc, si on revient tester dans notre navigateur, on va voir comment ça va se comporter. Et là, il n'y a rien qui apparaît. On ouvre encore notre débugger. On voit une erreur qui nous dit Rules BTN before initialization. Donc, on nous dit qu'on a utilisé le bouton et on peut avoir accès à ce bouton parce qu'on ne l'a pas encore initialisé. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a déplacé les boutons qu'on avait utilisés précédemment, mais les événements de ces boutons se trouvent tout ici en haut. Vous voyez, désormais, c'est devenu grisé. Donc, à l'instant où on lance les événements, ça ne trouve pas encore les boutons. On va donc déplacer également ces événements et on va venir les mettre juste après les boutons qu'on a importés. Et ça devrait résoudre le problème. Si on revient dans le navigateur, on actualise, tout se passe convenablement comme il se doit. Donc, on va interagir pour le son. On perd une première vie. On perd notre deuxième vie. Et on perd notre troisième vie. Là, on a perdu les 3 vies, mais le game over n'est pas entré en jeu. Il a fallu qu'on perde la 4e vie pour que le game over entre en jeu. On va revenir regarder ici et on va voir à quel niveau on s'est trompé. En fait, on a dit qu'on veut que le nombre de vies soit inférieur à 0. Donc, ça veut dire que si c'est à 0, ça continue, mais il faudrait que ça passe à -1 pour que ça s'affiche. Or, on veut que le nombre de vies soit inférieur ou égal à 0. On va revenir et on va tester de nouveau. On perd la première vie. On perd la deuxième vie.
et on perd la troisième vie. Là, vous voyez que le game over s'affiche, mais le jeu continue, donc on va gérer également l'arrêt du jeu. Pour gérer la fin de partie, en fait, l'arrêt du jeu, ça sera quelque chose de vraiment très simple. On va revenir ici au niveau de notre loop. Et au niveau de notre loop ici, on a lancé le request animation frame. Mais ce qu'on veut, c'est que le request animation frame se produise sous condition. Et ça doit se produire si et seulement si le jeu est en cours. Donc, ça veut dire que si game over est à true. Et quand on a défini game over par défaut initialement, on a dit que notre game over était à false. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça se produise lorsque game over n'est pas false. On va descendre ici et on va mettre la condition if not game over. Donc, ça veut dire que notre game over n'est pas false. C'est seulement en ce moment qu'on veut lancer le request animation frame. Par contre, si le game over est à false, le request animation frame doit s'arrêter. Et quand on a codé ici en haut, on a dit que lorsqu'on n'aura plus de vie, on met le game over à true. Donc quand ça va arriver ici à 0, ça va faire passer le game over à true. Du coup, dans cette condition-ci, on n'aura plus une condition vraie et le request animation frame va s'arrêter. On revient tester. Là, on a une première vie. Là, on a une deuxième vie qu'on perd. Et là, on a une troisième vie qu'on perd et vous voyez que le jeu s'arrête immédiatement. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre élément, l'élément qui permet de passer au niveau suivant. On va remonter tout ici en haut juste après ces deux fonctions, juste après le game over. Et on va mettre un commentaire. Le commentaire va être, on ne va pas mettre de commentaire, on va juste lancer la fonction en elle-même parce qu'elle est assez claire. Et la fonction, c'est simplement le next level. Donc ici, on veut partir au niveau suivant. Et quand on veut partir au niveau suivant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une première variable et cette variable va s'appeler isLevelUp. On va mettre cette variable à true par défaut, c'est un booléen. On va maintenant parcourir encore toutes les briques qu'on a pour savoir si ces briques sont visibles ou pas. Si ces briques sont invisibles, ça veut dire qu'on a fini le niveau. Donc on va dire for let r equal 0. Ensuite, on va faire ce R inférieur à breakprop.row. On va incrémenter cette valeur de R à chaque fois. De la même façon, on va dire ici for let C equal 0. Ensuite, on va faire un C qui est inférieur à breakprop.column et on va incrémenter également cette valeur de C. Donc, on aimerait que le level up en fait vérifie qu'on est à level up true et ensuite qu'il n'y ait plus aucune brique qui soit visible sur le tatami. Donc on va mettre is level up qui sera maintenant égal à is level up et donc on veut la deuxième condition que toutes les briques en fait qui sont bricks R et bricks C, que leur statut, donc le statut qu'ils ont ne soit plus à true. C'est pour cela que vous avez vu que j'ai mis le point d'exclamation ici au départ. Donc ce point d'exclamation dit simplement que on ne veut plus que le statut de la brique soit à true. Si le level up remplit ces deux conditions, qu'il est à true et que le statut de chaque brique est désormais à false, ça veut dire que toutes les briques qu'on a sur le tatami sont portées disparues. Donc seulement à cet instant, on peut passer au niveau suivant. On va donc tester ce isLevelUp et on va dire if isLevelUp, ça veut dire si ça a true. La première chose qu'on va faire, c'est de jouer le son de la victoire. Donc, on va jouer le win ici et on va lui appliquer la méthode play. On va maintenant passer au niveau supérieur. On va tester le niveau. If level est supérieur à tous les niveaux qu'on a dans le jeu, donc le max level. Et ce max level, on ne l'a pas encore créé, donc on va aller le créer. Mais si on dit qu'on allait à dépasser le dernier niveau du jeu, ce qu'on voudra faire, c'est d'afficher les infos de fin de jeu, donc show and info. Simplement, on ne met pas de paramètres parce qu'on a dit que le paramètre par défaut, c'est win. Donc ça va mettre le trophée en fait. Et une fois que ça affiche le trophée, on veut mettre le booléen game over à true. Et quand on va faire ça, on va simplement demander à la fonction d'arrêter son exécution et de ressortir. Donc, on met ce return. Ce max level, je vais revenir plus haut et je vais définir cette constante qui est max level. Je vais dire ici const, ça sera max level
et je veux avoir par défaut 3 niveaux maximum. Donc en fait, si on finit de jouer ces 3 niveaux, nous sommes à ce niveau ici. Si on finit de jouer ces 3 niveaux et qu'on teste le dernier niveau, on voit qu'on a atteint le dernier niveau. Une fois qu'on gagne, on affiche les informations qui nous disent qu'on a gagné. On met le game over à true et on s'arrête là. Maintenant, si is level up est à true, on veut passer au niveau supérieur. On va donc mettre ici un brick property.row. Et initialement, on avait dit que le brick property.row c'était 2 lignes seulement. Sauf que maintenant, on veut à chaque fois qu'on gagne un niveau, ajouter 2 autres lignes. Donc, on va ajouter ici plus 2 à la valeur précédente qu'on avait. Donc, quand on sera au premier niveau, on aura 2 brick row. Quand on sera au deuxième niveau, on va ajouter 2 autres briques, ça va être 4. Et quand on sera au troisième niveau, on aura 6. Une fois qu'on définit ces nouvelles propriétés des briques, on va créer toutes ces briques en elles-mêmes. On utilise le create bricks. Ensuite, on fait le ball velocity. Donc, on redéfinit la valeur du ball.velocity. Et cette fois-ci, on l'augmente de 0,5. Donc, pour rendre le niveau un peu difficile, vous pouvez augmenter de 1 ou de 2. Tout va dépendre de vous. On va repositionner les éléments au centre. Donc, on va faire le reset ball et on va également faire le reset paddle. Et dès qu'on finit ça, on incrémente le level. Pour tester cette fonction, on va l'appeler juste ici après le game over. On va appeler le next level. On va revenir dans le navigateur, on va actualiser et on va tester pour voir si on passe simplement au niveau 2. Au niveau 2. Vous voyez que nous sommes passés au niveau 2. Le son de la victoire s'est joué. Les points se sont incrémentés. Je viens de perdre une vie. La vie a diminué. Et le niveau est passé de 1 à 2 directement. Donc là, on vient de gérer le passage au niveau supérieur. Il nous reste quelques petits éléments à gérer. Premièrement, il y a la relance du jeu. Pour le moment, si on clique, il ne se passe rien. Donc, on va d'abord gérer ça tout de suite. On va se rendre dans notre éditeur de texte et tout à la fin de notre code précédent, on va venir relancer le jeu simplement. Pour relancer le jeu, on va prendre le bouton Restart qu'on avait chargé. À ce bouton, on va ajouter un event listener. Cet événement qu'on ajoute n'est rien d'autre que le click. Et on va dire qu'à chaque fois qu'on lance le click, on veut qu'une fonction s'exécute. Qu'est-ce que cette fonction va faire? Elle va simplement recharger la page. Donc, on va utiliser un location.reload. Ça sera tout. On va venir et on va actualiser. On va perdre nos 3 vies et on va tester le bouton. Si désormais je clique, ça nous relance le jeu. On a fini avec ça et la prochaine chose qu'on va vouloir gérer ici, c'est l'affichage des règles de jeu. Quand j'affiche les règles de jeu, vous voyez que la balle continue de se déplacer. On veut que lorsqu'on affiche les règles de jeu, que la balle s'arrête en fait. Donc on va revenir également dans notre éditeur de texte et au moment où on met nos événements en fait sur l'affichage des règles de jeu, on va tester 2 conditions. On va dire ici là que lorsqu'on affiche la règle de jeu, on veut qu'il y ait une variable qu'on va appeler isPaused qui va nous dire qu'elle est à true. Donc ça veut dire que le jeu est en pause. Et lorsqu'on recache ces règles, on veut que cette même variable qui sera isPaused repasse à false. De cette façon, on saura quand est-ce qu'il faut lancer le jeu et quand est-ce qu'il faut l'arrêter. On va donc revenir un peu plus haut ici dans notre fonction loop et on va tester. If is paused, ça veut dire que si le jeu est en pause, en réalité, on ne veut pas lancer les éléments du jeu. Par contre, si le jeu n'est pas en pause, on utilise le point d'exclamation pour dire que ce n'est pas en pause. On va lancer nos dessins et nos animations du jeu. Cette variable isPaused, on ne l'a pas encore créée, donc on va remonter tout au-dessus ici et on va créer un nouveau booléen qu'on va appeler letIsPaused qui par défaut sera à false.
On va revenir tester dans notre navigateur, on actualise et si maintenant j'ouvre les règles, vous voyez que tout disparaît, tout s'arrête. Dès que je vais quitter, le jeu reprend. Je remets et dès que je quitte, le jeu reprend. Donc là, on vient de gérer la partie pause et play, en fait affichage des règles de jeu. Et si vous voulez, vous pouvez adapter également ce que je viens de faire, un bouton que vous allez appeler pause ou play. Donc ça veut dire que vous allez créer un bouton, vous allez cibler ce bouton avec son sélecteur, son identifiant dans le HTML, vous allez lui ajouter un événement de clic qui sera tel que chaque fois qu'on clique sur ce bouton, il met par exemple le jeu en pause et lorsqu'on reclique, il remet le jeu en play. Le dernier élément qu'on va gérer ici, quand on regarde, on a quasiment fini notre jeu, mais à ce niveau, si on clique sur ce bouton, il ne se passe rien. Donc on va gérer ce bouton et le fait qu'il doit mettre les sons en arrêt lorsqu'il est activé. On revient dans notre éditeur de texte et on va se placer tout en dessous de la fonction loop. Juste ici, et c'est à ce niveau qu'on va faire la gestion des événements audio. Pour la gestion des événements audio, on va d'abord commencer par cibler l'élément audio. Quand on revient dans notre HTML ici, on avait donné un identifiant sound qui porte l'image en réalité qu'on a ici dans notre navigateur. Donc on va d'abord cibler cette image pour pouvoir la changer à chaque fois qu'on veut. On vient ici, on repart dans notre JavaScript et on va définir une nouvelle constante. Cette constante, on va l'appeler sound et ce sound, on va simplement cibler le getElement. On n'oublie pas de mettre le document, sinon on travaille dans le vide et on va dire qu'on veut sélectionner l'élément ID qui aura le ID sound. On cible ce fameux ID et on va lui ajouter un événement. On va dire ici sound.addEventListener et l'événement qu'on veut lui ajouter correspond au clic. On va dire que lorsqu'on lance cet événement, on veut qu'une fonction se produise. Et cette fonction va faire quoi? Cette fonction va gérer le son. Donc, on va couper tout ceci comme ça. On ne va pas coder la fonction là à l'intérieur. On va simplement lancer une fonction qui va s'appeler Audio Manager. Donc, cette fonction va gérer le son. Cette fonction Audio Manager, on la crée tout en dessous et on crée la fonction Audio Manager. Là, j'ai oublié le A. Ce Audio Manager ne prend rien en paramètres. La première chose qu'on veut faire dans ce Audio Manager, c'est de changer l'image. Changer l'image, en fait, dans quel sens? On a une icône actuellement qui nous montre qu'il y a le son. Et lorsqu'on clique, on veut que cette icône change et que ça nous montre que le son est coupé. On va donc créer ici un IMG source. Et ce IMG source, on va simplement prendre le sound. On va récupérer son attribut. Donc, on va prendre son attribut getAttribute. Et l'attribut qu'on veut prendre ici, c'est la source qui correspond au SRC de l'image qu'on veut changer. Ensuite, on va définir une deuxième variable qui sera ici un sound IMG. Un sound IMG. Et pour ce sound IMG, on va lui définir une source. On va dire si le IMG source de l'image qui est dans le sound OCC correspond à une image qu'on a déjà, ça veut dire IMG. Dans le dossier IMG, on va charger le sound on.png. Donc, si le image source correspond à cette image, on va afficher l'image inverse. Donc, cette fois, on va vouloir afficher l'image qui est IMG et on va plutôt prendre le mute.png. Et si par contre, ce n'est pas cette image qu'on a, on veut simplement recharger notre image IMG et on va prendre le soundon.png. Donc ici, on vient d'écrire une condition ternaire en définissant directement la variable son, sound image. Donc dans le sound image, on a défini un ternaire. On dit que si la source de l'image qu'on a actuellement correspond au son on veut plutôt mettre le son coupé. Mais si par contre ce n'est pas le sound on, ça veut dire que c'est le son coupé, on veut mettre le sound on. Donc une fois qu'on a écrit ça, il est temps de donner l'image en question à qui de droit. Donc on va faire ici un sound et à ce sound, on va simplement faire un set attribute pour lui donner un attribut. L'attribut qu'on veut lui attribuer ici, là, c'est le SRC qui est l'attribut source d'une image et ce qu'on va lui donner comme valeur, c'est simplement le sound IMG qu'on vient de définir plus haut sous condition ternaire. Donc à ce niveau, si on revient dans notre navigateur, on actualise. Quand on va cliquer sur ce bouton, il devrait changer s'il n'y a pas d'erreur. On clique et vous voyez que le bouton a changé. Sauf que le bouton a changé et le son se produit.
maintenant, il faudrait que le son arrête de jouer. On va donc venir tester d'autres conditions et on va tester les conditions ternaires sous booléen. Donc, on va simplement s'assurer que le son soit coupé lorsque l'icône est à mute. On va dire ici wallHit.muted est égal à not wallHit.muted. En fait, c'est une condition ternaire sous booléen que je viens d'écrire par ici. Donc, en réalité, ça va dire si le son est en marche, lorsqu'on clique sur ce bouton, tu me coupes le son. Par contre, si le son n'est pas en marche, lorsqu'on clique sur ce bouton, tu me remets le son. On va dupliquer cette ligne 3 autres fois et on va changer ici pour le paddle hit. On va changer ici le paddle. C'est le paddle hit qu'on va changer de ce côté. Ensuite, on va changer le break hit. En dessous, on va changer le win. Et on a besoin encore d'un dernier élément, la valeur lorsqu'on perd une vie. Donc ici, ça sera life lost. Donc on vient donc comme ça de gérer les événements liés au son. On va revenir dans le navigateur, on actualise et là, il va se produire le son. Je vais couper le son et on va voir. Vous voyez qu'il ne se produit plus de son. Je remets le son et là, il se produit un son de nouveau. Je coupe le son et il n'y a plus de son. Et le jeu continue à fonctionner également comme il se doit. Donc à ce niveau, je crois qu'on est bon. Et si on vient regarder notre canvas, on va se rendre compte qu'en fait, on a mis à jour les affichages. On a également géré la fin de partie avec le game over. On a implémenté le passage au niveau suivant. On a géré le son et on a géré... Là, je ne pense pas qu'on ait déjà géré ceci. En réalité, oui, on a géré l'affichage des messages d'erreur et de victoire. Si là maintenant je perds, vous voyez le game over qui s'affiche. Si je finis de jouer les 3 niveaux, le game over ne va pas s'afficher, mais on aura plutôt le trophée qui va s'afficher comme j'ai fait dans la vidéo de présentation. Jouer ici là les 3 niveaux pour vous montrer comment ça va se passer, ça sera un peu long. Donc ce qu'on peut faire, c'est simple. On va se dire qu'on a par défaut un seul niveau pour ne pas pouvoir passer au niveau suivant. Donc je vais revenir tout en haut ici et je vais dire level. Par défaut, c'est 1 et max level sera également 1. Donc, du coup, on va revenir et on va décider qu'on a une seule ligne au niveau de nos briques. Ça sera pour que ça se passe un peu plus rapidement. Je descends à ce niveau, là où j'ai créé les briques, ici, et au lieu de mettre 2 lignes, je vais dire qu'on a simplement une ligne. C'est juste pour faire le test. Donc, on va repartir dans notre navigateur et on va tester. On commence à interagir. Et là, la promesse du son va commencer à jouer. Ici, vous allez remarquer que quand la balle part pour la première fois, elle est lente. Je vais perdre une vie. Elle est lente. Mais lorsqu'elle cogne la brique, elle revient sur la planche. Elle commence à aller un peu plus vite. C'est simplement parce qu'on a dit la première fois que la vitesse était calculée en fonction de 3. Mais lorsqu'elle tape la planche, on a dit que la vitesse qu'elle va prendre, la vélocité, en fait, sera de 7. Donc, vous pouvez adapter ça de telle sorte qu'on ne remarque pas une différence très fulgurante de la vitesse entre les deux éléments. Ici, on va jouer et on va voir ce qui va se passer si je gagne. Et là, vous voyez que j'ai gagné. Ça m'a directement affiché le trophée et il n'y a plus le game over. Donc, comme vous allez le constater, on vient de finir avec ce tutoriel qui portait sur le jeu. Et si vous voulez, vous pouvez passer même à 100 vies. Pour changer le nombre de vies, on va venir uniquement dans les variables prédéfinies qu'on avait ici. Vous pouvez changer le nombre de lignes qui vont s'afficher par défaut. On va remettre d'abord 2 ici. On va remonter et on va gérer le nombre de niveaux. On a dit que par défaut, nous sommes au niveau 1. Et si vous voulez, vous pouvez partir jusqu'au niveau 100. Moi, je vais remettre ici 3. Vous pouvez gérer le nombre de vies comme vous voulez. La façon dont le score s'incrémente, si vous voulez que ça s'incrémente de 1 par 1, vous allez changer ici le 10 et vous allez mettre 1. Vous allez décider de faire ce que vous voulez, mais pour ce tutoriel, on va s'arrêter là. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain tutoriel. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez les liens.